Là, je parle vraiment du stress aigu qui est, je dirais, le bon stress qui est vraiment un facteur de survie. On ne peut pas supprimer le stress chronique, on peut apprendre à le gérer, on peut faire en sorte de vivre avec, on peut idéalement s'en faire un allié, mais le supprimer, non, c'est totalement impossible. Ouais. Nous avons tous un stade au-delà duquel le stress, effectivement, devient délétère. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette grande conférence sur le stress en compagnie du docteur Denis Quester, que vous connaissez peut-être. Chez Pure Santé, on aime bien travailler avec lui parce que c'est un très grand expert de l'hypnose santé. Il est ancien chef de clinique, il est aussi médecin anesthésiste à la clinique de la Muette à Paris, mais Denis Quester est bien plus que ça. Très vite, il s'est rendu compte que la médecine moderne avait tendance à compartimenter l'humain et à traiter la maladie plutôt que le malade. Il a donc cherché à développer une approche corps-esprit et c'est comme ça qu'il s'est formé en micronutrition, cohérence cardiaque, EFT et surtout, sa grande spécialité, l'hypnose médicale. Depuis plus de 20 ans, Denis est devenu une référence dans le monde de l'hypnose. Il la pratique notamment en hôpital lors de certaines interventions chirurgicales, mais aussi en consultation dans son cabinet parisien dans le 16e arrondissement. Il a aussi publié plusieurs livres et créé des méthodes d'hypnose pour agir sur l'addiction au sucre, les acouphènes ou encore la douleur. Au cours de sa carrière, il a ainsi aidé des milliers de personnes. Et dans un instant, il va vous révéler ses meilleures stratégies pour mieux gérer votre stress. Bonjour Denis. Bonjour Caroline. Merci d'être avec nous aujourd'hui Denis. Alors tu es un habitué des plateaux de Pure Santé, parce que c'est vraiment pas la première fois que tu viens nous rendre visite et nous parler de sujets de fond. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet que tu connais bien, mais dont tu ne nous as jamais parlé, qui est le stress. J'imagine que toi, tu as dû mettre en place des stratégies efficaces pour, dans ton travail de tous les jours en clinique ou en hôpital, faire face au stress. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça, ta vision et puis ton expérience du stress en général? Oui, alors forcément, en tant qu'anesthésiste réanimateur, le stress est quelque chose qui est clairement dans notre quotidien, à plus forte raison quand j'étais hospitalier, que je devais faire face à des urgences ou que j'ai également fait du SAMU, de la réanimation. Donc là, forcément, le stress est omniprésent et on se rend compte qu'on apprend à le gérer. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre que l'on va gérer le stress. On entend beaucoup parler parfois de lutte contre le stress, on y reviendra parce que nous en avons déjà discuté sur cet aspect, mais en tout cas l'important est de comprendre que le stress fait partie du corps humain, fait partie de l'être humain, fait partie de la nature humaine et on ne peut pas lutter contre le stress, on ne peut pas se débarrasser de notre stress, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, on ne peut pas se débarrasser du stress, mais on peut apprendre à vivre avec, voire s'en faire un allié. Alors aujourd'hui, on sait, selon un sondage de l'IFOP assez récent, que 9 personnes sur 10 en France souffrent de stress. Et ces gens-là, tu les vois dans ton cabinet, j'imagine. Ou alors, on pourrait même dire 10 sur 10, parce que ceux qui pensent qu'ils ne sont pas stressés sont des stressés qui s'ignorent. Donc globalement, tout le monde bien sûr a du stress, et c'est normal et c'est sain d'abord. Il faut comprendre que nous sommes tous issus de générations et de générations de personnes qui ont stressé. Finalement, nos ancêtres, nos très lointains ancêtres Cro-Magnons, ont été soumis au stress, puisque ceux qui ont réussi à stresser, c'est ceux qui ont réussi à courir plus vite que le prédateur qui leur courait après, c'est ceux qui ont arrivé à aller plus vite que la proie qu'il fallait attraper. Donc le stress fait partie finalement, clairement, je dirais, de notre ADN. Tous les ancêtres qui n'ont pas assez stressé, malheureusement, n'ont pas pu avoir de descendance. Donc finalement, nous héritons de nos ancêtres et également par rapport à ce stress. Bon, à cette époque, il n'y avait pas de méthode d'auto-hypnose ou d'hypnose qui était connue et encore moins pratiquée, enfin de ce qu'on sait pour gérer le stress. Mais aujourd'hui, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Enfin, on va y revenir plus tard. Mais avant de nous parler de tes techniques pour être plus serein et qu'on plonge vraiment dans le sujet, j'aimerais bien que tu nous définisses ce que c'est que le stress. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur cet aspect, je dirais, préhistorique, puisque, voilà, comme tu le disais, à l'époque, il n'y avait pas de moyen de gérer le stress, certes. Néanmoins, les mécanismes physiologiques du stress sont issus justement de générations et de générations qui ont évolué à travers le temps et face aux menaces extérieures. En fait, le stress, c'est quoi? C'est deux choses à la fois. C'est à la fois l'extérieur qui me menace, mais c'est également ma réaction physiologique et psychologique face à cet extérieur qui me menace. En fait, le stress est un mécanisme de survie. Le problème, c'est que à l'époque des Cro-Magnons, nos ancêtres devaient lutter effectivement contre les éléments, contre des prédateurs, et devaient gérer le stress à leur manière, et ils le géraient à travers différents mécanismes qu'on appelle facilement la fuite ou la lutte. En fait, face à un danger imminent, on va chercher à lutter, si on peut, ou bien à le fuir. Il y a un troisième mode qui s'appelle l'inhibition,
que nos ancêtres valaient mieux qu'il évite parce que sinon il risquait de se faire attraper par le prédateur. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que tous ces mécanismes physiologiques et psychologiques qui ont été mis en place au cours de l'évolution étaient adaptés, aux prédateurs étaient adaptés à un environnement hostile. Actuellement, fort heureusement, nous n'avons plus vraiment cet environnement hostile. Il est très peu probable qu'en sortant d'ici, nous croisions un tigre à dents de sable qui voudrait nous égorger. Et néanmoins, en nous, nous avons ces mécanismes physiologiques qui sont faits pour résister contre des prédateurs. Ce qui est dommage, c'est que finalement, nos mécanismes sont inadaptés à notre époque. Nous avons un confort à notre époque, nous avons tout un tas de moyens divers et variés, nous avons de la médecine, nous avons finalement une vie très confortable, nous n'avons pas besoin de lutter pour manger, et néanmoins, nous avons en nous des mécanismes qui sont faits pour la survie. Et le problème, c'est que ces mécanismes, ils vont s'activer dans des circonstances qui ne sont même plus de la survie. Mais quand on est, par exemple, face à un patron qui va mal nous parler ou nous mettre de la pression, notre corps, notre esprit va réagir comme si c'était un prédateur qui venait nous attaquer. Donc nous avons des mécanismes extraordinaires, mais qui ne sont plus adaptés à notre époque. Et c'est ça qui crée le problème du stress actuel. Alors aujourd'hui, le stress, il est hyper banalisé. C'est vrai que tout le monde est stressé, ou enfin la plupart des gens se disent stressés, mais bien souvent, on en minimise les effets. On dit que c'est passager. Quand on dit qu'on est stressé, on nous dit de nous ressaisir. On se sent faible, ou en tout cas, les gens nous font sentir presque qu'on est faible. Et que, en fait, on s'en fait pour pas grand-chose. Donc c'est vraiment minimisé. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Le problème, c'est que quand quelqu'un dit « je suis stressé », on a facilement cette espèce d'injonction que je trouve totalement délirante de dire « mais détends-toi, détends-toi, relaxe-toi », comme si on pouvait se détendre ou se relaxer. Ça, c'est quelque chose que j'observe souvent au bloc opératoire. Les gens viennent se faire opérer et avec toute la bienveillance possible, souvent le corps médical ou les infirmières disent aux patients « mais détendez-vous, ça va bien se passer ». Personne ne peut se détendre à la demande. De la même façon, il y a eu beaucoup dernièrement entre guillemets de la mode, mais une très bonne mode au demeurant, mais de la méditation, comme si finalement on pouvait tous se mettre à méditer pour se détendre d'un claquement de doigts à la demande. Non, tout ça c'est totalement déraisonnable. L'idée, c'est de vraiment comprendre que ce stress fait partie de notre physiologie, de notre psychologie, qu'il y a des moyens de gérer son stress, mais en tout cas, on ne peut pas le gérer d'une manière autoritaire. On ne peut pas décider de gérer son stress. On ne peut pas obliger quelqu'un à gérer son stress d'une manière autoritaire. Au contraire, même si je dis à quelqu'un qui est stressé « mais détendez-vous », il va se retrouver encore plus stressé parce qu'il va avoir une espèce de lutte contre lui-même. Quand on lutte contre soi-même, on va générer un stress encore supérieur. D'accord. Je prends un instant au milieu de cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte énormément pour nous. Alors si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo. Un simple clic sur le bouton d'abonnement et l'activation de la cloche vous permettront de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et maintenant, on reprend. Alors toi qui es médecin, est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'approche médicale ? Déjà, est-ce qu'il y a une façon de mesurer le stress ? Alors, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a diverses manières de mesurer le stress. Déjà, il faudrait savoir de quoi on parle. Quand on parle de stress, il y a différents types de stress. Pour simplifier, il va y avoir ce que l'on appelle le stress aigu. Là, le stress aigu, c'est un stress qui est vraiment le stress de survie, c'est le stress qui permet de gérer un danger immédiat, c'est le stress de nos ancêtres face à un prédateur. Et ça, finalement, c'est un stress qui est un bon stress, je dirais, c'est le stress de la survie. Le problème, c'est quand ce stress devient chronique, à ce moment-là, il y a tout un tas de mécanismes biochimiques et hormonaux qui vont avoir pour conséquence la sécrétion notamment d'une hormone très connue qui s'appelle le cortisol en excès. Ce cortisol en excès va avoir des conséquences au niveau médical. Le cortisol en excès peut provoquer à terme éventuellement du diabète. Ce cortisol en excès peut provoquer des diminutions de l'immunité. Ce cortisol en excès peut même provoquer sur le long terme, il semblerait certainement des pathologies cardiovasculaires, voire des cancers, voire de la démence. On sait notamment que par exemple le stress peut vraiment avoir une atteinte au niveau du cerveau. Pire encore, il a été montré que le stress a vraiment une action au niveau de notre ADN. Le stress va vraiment agir au plus profond de nos cellules. Alors la question, est-ce qu'on peut mesurer le stress d'une manière médicale ? Concernant le stress aigu, on pourrait mesurer à la rigueur le taux d'adrénaline, qui est l'hormone du stress aigu. Mais finalement, est-ce que ça a un intérêt ? Pas vraiment. Est-ce que l'intérêt serait de mesurer le stress chronique à travers le dosage du cortisol ? Certains le pensent. Après, il y a d'autres manières, comme par exemple la mesure de la fréquence cardiaque,
que l'on développe dans la technique de cohérence cardiaque d'ailleurs. L'idée, c'est de mesurer vraiment la vitesse immédiate de la conduction cardiaque. C'est une méthode également de mesure du stress. Donc il y a différentes méthodes. Mais je pense que la meilleure méthode de mesure du stress, c'est tout simplement de demander à la personne comment elle se sent. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses compliquées. Une personne stressée va le dire « je suis stressée ». Oui, donc il y a ce ressenti, mais est-ce qu'il y a des signes physiques aussi du stress ? Oui, tout à fait. Alors comme je disais, il y a des conséquences du stress, des conséquences physiologiques. Alors parmi les conséquences les plus connues, reconnues et gênantes, je dirais, ce sont les problèmes par exemple de tension artérielle ou les problèmes de rythme cardiaque qui peut être accéléré et qui, quand on a une prédisposition, peut entraîner éventuellement un infarctus, une angine de poitrine ou tout un tas de conséquences comme cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stress peut avoir des effets sur tout un tas d'organes. On sait que le stress peut provoquer une crise d'asthme. On sait très bien qu'un excès de stress peut provoquer, comme je disais tout à l'heure, des problèmes hormonaux, comme par exemple des problèmes de thyroïde. Ou des maladies cardiovasculaires. Ou des maladies cardiovasculaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stress va avoir un effet multi-organes. Tous les organes, à mon avis, peuvent souffrir du stress. Même la peau, par exemple. Une personne qui a des plaques, des éruptions, hein, on appelle ça parfois un urticaire cholinergique, on peut avoir des plaques sur la peau à cause du stress. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il faut déjà comprendre qu'au niveau embryologique, la peau et le cerveau, c'est issu du même tissu embryonnaire. Donc, c'est tout à fait normal que la peau réagisse au stress. C'est également pour ça d'ailleurs que les massages, ça fait tant de bien. C'est vrai. Et ouais. Bon, on peut alors parler d'un problème de santé publique ici avec le stress, hein, on est d'accord. Souvent, on considère que le stress est la maladie du siècle. Alors, je trouve ça un peu amusant de dire ça parce que finalement, comme si on découvrait le stress maintenant. Non, le stress, il a toujours été là. Donc, ce n'est pas la maladie du siècle, c'est une maladie bien plus ancienne. Maintenant, c'est vrai que peut-être que maintenant, on y prend plus attention parce que justement, il a été montré que grâce au progrès de la médecine, l'espérance de vie a toujours eu tendance à augmenter dans les pays occidentaux. Et c'est vrai que depuis quelques années, on observe une diminution de l'espérance de vie, en particulier due aux maladies chroniques, que ce soit le diabète, les problèmes cardiovasculaires, le cancer ou la démence, en tout cas des pathologies qui peuvent être la conséquence, directe ou indirecte, du stress. Donc c'est vrai que le stress est un vrai problème de santé publique. D'accord. Alors, on lit plein d'articles en ligne, dans les journaux. On voit plein de bouquins dans les librairies sur le stress, voilà, avec plein d'approches différentes pour l'éradiquer, pour y faire face. Tu penses quoi de toutes ces approches, toi ? Je pense qu'elles ont un immense intérêt, c'est de mettre le doigt sur les dangers du stress et de faire prendre conscience aux personnes qu'il y a quelque chose à faire. Après, je trouve que les méthodes proposées ne sont pas forcément totalement adaptées. Pourquoi ? Parce que bien souvent, on va proposer à des personnes, mettons, de prendre des plantes relaxantes. Là, on va jouer sur la physiologie du stress, mais on ne va pas jouer sur la psychologie du stress. Ou alors, on va proposer, par exemple, de méditer. Là, on va jouer sur la psychologie du stress, mais pas sur la physiologie du stress. En fait, je pense qu'une bonne approche, elle est nécessairement corps-esprit. Le stress, c'est à la fois corps et esprit. C'est déclenché par une émotion, mais après, il y a des conséquences physiologiques. Et il peut y avoir aussi un stress qui est déclenché par notre physiologie. Quand on a mal quelque part, ça va entraîner un stress psychologique. Donc, à partir du moment où on veut gérer le stress, il faut gérer le corps et l'esprit d'une manière synergique. Sinon, à mon avis, on passe à côté de la moitié de la vérité. Alors, c'est vrai que dans toutes ces méthodes, il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la méditation de pleine conscience. Je trouve que c'est une technique extraordinaire. Maintenant, est-ce que c'est la panacée? C'est difficile de dire, puisque méditer, ça exige une certaine discipline. Autant je peux prendre le temps le matin de méditer parce que je décide, parce que c'est le bon moment, et je trouve que c'est une technique qui est extrêmement intéressante. Maintenant, à une personne qui est en pleine crise de stress, lui dire écoute, c'est pas grave, vas-y, médite, tout va bien se passer, ça me semble totalement irréaliste. Oui, complètement. Alors c'est marrant parce que je note que tu dis gérer le stress et pas supprimer le stress. Oui, tout à fait, puisque comme je le disais en préambule, le stress fait partie de notre humanité. Donc de dire je vais supprimer le stress, c'est comme se dire je vais arrêter de respirer, en fait, ou de dire tiens, je vais modifier mon taux d'hormones thyroïdiennes. Enfin, on ne peut pas comme ça volontairement
gérer, enfin supprimer le stress, et d'ailleurs tant mieux. Supprimer le stress, ça voudrait dire finalement risquer de mourir dans un accident ou risquer de mourir en cas d'un danger, parce que finalement le stress, c'est ce qui nous sauve. Quand on voit une voiture arriver à toute vitesse sur nous, on ne va pas commencer à réfléchir, on ne va pas commencer à se dire « non, tout va bien, je vais méditer ». Non, pas du tout, on va avoir une réaction spontanée, une réaction de stress. Toujours revenir à la base, le stress, le stress aigu du moins, devient un comportement ou bien de lutte ou bien de fuite. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on a cette réaction immédiate. Là, je parle vraiment du stress aigu qui est, je dirais, le bon stress qui est vraiment un facteur de survie. Maintenant, le mauvais stress, je dirais le stress chronique, est-ce qu'on peut le supprimer? Est-ce qu'il serait souhaitable de le supprimer? C'est difficile à dire parce que là encore, stress aigu et stress chronique, c'est très lié. On ne peut pas supprimer le stress chronique, on peut apprendre à le gérer, on peut faire en sorte de vivre avec, on peut idéalement s'en faire un allié, mais le supprimer, non, c'est totalement impossible. Oui, c'est intéressant. Donc toi, tu dis, on ne supprime pas le stress, on le transforme. On le transforme. Ça peut paraître un peu difficile dit comme ça, et surtout, on ne voit pas très bien comment faire. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de la façon dont on peut le transformer? Oui, bien sûr. Alors pour comprendre ce principe, je dirais, de ce stress qu'on arrive à domestiquer et voire s'en faire un allié, il faut parler d'un concept extrêmement puissant qui s'appelle l'hormèse. Alors l'hormèse, c'est un concept qui cherche finalement à provoquer un stress régulé au niveau de l'organisme pour lui permettre de réagir d'une manière qui le rendra plus fort. Cette fameuse phrase de Nietzsche, « tout ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est exactement ça. Si j'impose à mon corps et à mon esprit un léger stress, je vais forcer mon corps et mon esprit à s'adapter. Une des manières les plus simples de provoquer l'hormèse, c'est l'exposition au froid. Si, mettons, le matin, sortant du lit, je décide de prendre une douche froide, alors c'est vrai que spontanément, mentalement, je vais me dire « non, je n'ai pas envie d'y aller ». Et puis quand je vais être dans la douche froide, je vais grelotter, ça va être très très dur. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je me force à aller dans la douche froide, c'est un petit peu comme si j'imposais à mon esprit de dire « non, tu vas aller à l'encontre de ce qui te fait peur ». Un petit peu comme si je cherchais à domestiquer mon inconscient. Et puis, une fois que je suis dans la douche froide, rapidement, je vais sentir un réel bien-être parce que justement, je vais provoquer ce système de stress contrôlé qui va permettre à mon corps de surréagir, de fabriquer plus d'énergie. Alors, si on va au niveau cellulaire pour vraiment comprendre ça, quand on est stressé, notre organisme a besoin de plus d'énergie. Pour fabriquer de l'énergie, nos cellules doivent fabriquer une molécule qui s'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. En fabriquant cette adénosine triphosphate, nos cellules fabriquent des déchets que l'on appelle parfois les oxydants. Et il faut supprimer ces oxydants par les antioxydants. Sans parler d'une physiologie un petit peu compliquée, il faut comprendre que finalement, face au stress, notre corps va fabriquer des molécules de lutte contre le stress et il va falloir gérer ces molécules. Eh bien, si j'impose à mon corps un stress modéré, je vais apprendre finalement à mes cellules à gérer le stress, à supprimer plus efficacement ces molécules de stress. Et donc, je vais rendre mon corps plus fort. Différentes manières, l'exposition au froid, mais ça peut être aussi le sport. Quand on fait du sport, qu'on ressent des courbatures, finalement, ces courbatures, c'est un espèce de stress qu'on s'est imposé, mais qui va nous permettre d'être plus fort. Au début, on a des courbatures, puis à force de faire les exercices, on ne les a plus, le corps s'est habitué et deviendra plus fort. D'accord, donc tout ça, c'est des outils de gestion du stress. Tout à fait. On en parlait au début de cet entretien. Toi, tu as une spécialité qui est l'hypnose depuis de nombreuses années et tu as justement développé une méthode de gestion du stress avec l'hypnose. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Eh bien, en fait, l'idée, c'est vraiment de reprendre les différentes phases qui me semblent pertinentes dans la gestion du stress. Bien évidemment, là, tu parlais de l'hypnose, mais il est important de comprendre que cette méthode que je propose n'est pas juste de l'hypnose, c'est de l'hypnose pour la partie mentale, mais associée à tout un tas de techniques corporelles et des compléments alimentaires pour gérer la partie physiologique. Donc c'est toujours cette synergie corps-esprit qui est, à mon sens, la clé de la réussite d'énormément de problèmes de santé. L'idée, c'est de comprendre que
à mon sens, d'après mon expérience, il y a globalement 3 phases dans le stress, du moins dans la gestion du stress. Tout d'abord, relaxer le corps et l'esprit, puisque le stress est un problème corps-esprit. Une fois qu'on a relaxé le corps et l'esprit, il faut déjà aussi accepter notre nature, comprendre que, ok, on est stressé, et tant mieux finalement, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. Et une fois qu'on a accepté notre nature, on arrête de se surajouter ce stress, de dire il faut que je lutte contre mon stress, il faut que je lutte contre mon stress, il faut que je lutte contre mon stress. Donc la deuxième phase, l'acceptation. Et une fois qu'on a réussi à accepter son stress, eh bien on va pouvoir aller plus vers cette hormèse, plus vers ce principe d'utiliser ce stress à mon avantage. Comment je peux utiliser ce stress pour devenir plus fort, pour devenir plus résilient, hein, la fameuse résilience, c'est-à-dire arriver à retrouver de l'énergie. Alors, pour bien comprendre cela, je vais faire une petite métaphore. En fait, pour comprendre le stress, il faut imaginer que ma main ainsi placée, c'est une plaque de métal. Si je tords cette plaque de métal, je la stresse et finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle va rebondir, elle va avoir de l'énergie, elle va provoquer de l'énergie. Sauf qu'il y a un point au-delà duquel ma barre de métal va rester tordue. Et on ne pourra jamais la remettre d'aplomb. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir le stress. Nous avons tous un stade au-delà duquel le stress, effectivement, devient délétère. Nous avons un stress aigu qui est positif, qui est là pour nous donner de l'énergie, mais on a tous, quelque part, un point de rupture qui fait basculer dans le stress chronique. L'idée, c'est de pouvoir apprendre à faire en sorte que ce point de rupture soit le plus penché, je dirais, possible, pour pouvoir toujours avoir ce petit rebond et toujours avoir cette énergie. Ok. Donc cette méthode dont tu me parles, tu l'utilises en cabinet, toi, depuis longtemps sur des patients. En fait, je l'ai expérimenté, c'est ça qui est intéressant, c'est que étant au contact de patients, ça m'a permis justement, en mettant à profit mes propres recherches, mon expérience et puis le contact avec les patients, ça m'a permis d'expérimenter, de me rendre compte qu'effectivement, les 3 phases dont je parlais, c'est vraiment ce qui est de plus pertinent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui m'ont dit, ben, finalement, maintenant, je ne vais pas dire je suis heureux d'être stressé, mais en tout cas, je sais comment utiliser mon stress à mon avantage. Bon, Denis, parle-moi de l'hypnose, parce que pour moi, c'est très vague. C'est vrai, quand on parle d'hypnose, j'ai des images d'hypnose de spectacle qui me viennent en tête. J'imagine que ce n'est pas du tout ça. Oui, alors c'est vrai que bon, maintenant, ça fait déjà un certain temps qu'on a l'occasion de travailler ensemble et tu sais qu'effectivement, l'hypnose a différents aspects. L'aspect que la plupart des personnes connaissent, c'est cette hypnose de spectacle d'or, je le veux, ou bien fait la poule, ou bien fait le gorille. Bon, c'est très bien que, même si ça, c'est une partie de l'hypnose évidemment que je pratique n'est absolument pas ce type d'hypnose. C'est une hypnose qui est totalement validée scientifiquement. Il y a des centaines d'études hein, qui valident l'hypnose en médecine. Donc évidemment, on n'est absolument pas dans le spectacle, même si voilà, il y a certains points peut-être entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale qui peuvent se rejoindre. En tout cas, là, il est vraiment question d'hypnose médicale, c'est-à-dire une hypnose qui a vraiment été validée scientifiquement. Et comment elle marche pour la gestion du stress? Comment ça fonctionne exactement? Enfin, je ne sais pas si tu peux l'expliquer, mais comment est-ce qu'avec l'hypnose, on arrive à gérer son stress de meilleure façon? Alors, c'est relativement flou, mais pour être extrêmement simple, il faudrait comprendre que nous avons 2 parties dans l'esprit, je dirais, dans le cerveau. Nous avons une partie consciente, rationnelle, et une partie inconsciente, plus émotionnelle, plus instinctive. Je dirais que le stress, c'est finalement l'expression de cet inconscient qui est là. C'est-à-dire que je dis vraiment que le stress, il est là pour nous faire réagir face au danger. Donc d'avoir une réaction complètement inconsciente. Si un danger survient, je ne vais pas commencer à réfléchir, je vais agir d'une manière extrêmement instinctive. Donc c'est vraiment l'inconscient qui va être la source du stress. L'idée, c'est de comprendre que le conscient, c'est un petit peu comme le cavalier, et l'inconscient, c'est un petit peu le cheval. Si le cheval décide d'aller n'importe où, le cavalier a beau essayer de le retenir, si le cheval a décidé, le cavalier aura du mal à le dompter, sauf si justement c'est un bon cavalier qui s'est bien entraîné. Je dirais que l'hypnose, c'est un petit peu une manière de calmer le cheval et d'entraîner le cavalier. Donc c'est vraiment d'aller agir à la source mentale du stress, en insistant bien sûr toujours sur le fait que ceci se fait conjointement avec des techniques corporelles pour toujours être dans cette logique corps-esprit.
Ok. Et tu me disais d'ailleurs, enfin, on le sait, que toi, tu utilises l'hypnose dans certaines situations en hôpital, lors d'opérations chirurgicales, et ça se fait de plus en plus. Oui, tout à Et fait. j'imagine que les patients qui arrivent sur la table d'opération sont dans un état de stress plus élevé que d'habitude, et c'est bien la preuve, quelque part, que le stress arrive à canaliser, enfin que l'hypnose, pardon, arrive à canaliser ce stress et les met dans une situation mentale, en tout cas, qui permet de remplacer une anesthésie, en fait. Alors, remplacer une anesthésie, non, mais en tout cas de mettre les patients dans les bonnes conditions d'avoir une anesthésie. Alors, effectivement, dans certains cas, mais vraiment sur des cas évidemment très, je dirais, des cas chirurgicaux extrêmement simples, on peut utiliser l'hypnose seule, hein. Ça m'arrive pour certains types d'interventions, comme par exemple des ponctions ou des choses comme ça. Mais en tout cas, l'hypnose n'a pas pour vocation de remplacer l'anesthésie, mais plutôt de mettre le patient dans des bonnes conditions. À force de les faire de l'hypnose, maintenant, je dirais presque, j'en fais sans m'en rendre compte, comme ce Jourdain faisait de la prose sans le savoir, c'est un petit peu automatique. Quand je parle à un patient, voilà, je fais des techniques d'hypnose. D'ailleurs, je forme des personnes à la clinique à ces techniques pour justement mettre le patient dans les bonnes conditions pour avoir une anesthésie plus sereine. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été observé, qui a même été scientifiquement prouvé, que si on faisait de l'hypnose avant l'intervention, ça permettait de diminuer les doses d'anesthésie. Donc, de faire tout simplement en sorte que le patient soit dans des bonnes conditions. Par exemple, avant de poser une péridurale, je vais faire de l'hypnose. Donc, ça n'a pas pour vocation de remplacer, mais en tout cas, ça met la patiente dans des bonnes conditions pour avoir sa péridurale. Il y a une autre technique dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'EFT. Oui, alors tout à fait. L'EFT, je dirais, c'est une de mes techniques favorites par rapport à la gestion des émotions. Alors, c'est une technique qui paraît un petit peu curieux. C'est vrai que la première fois que j'ai vu cette technique, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, une technique où on va se tapoter les mains, on va se tapoter le visage. Je trouvais ça extrêmement curieux. Et en fait, en discutant avec des spécialistes de la gestion du stress, ils m'ont dit, vraiment, tu devrais t'y intéresser. Alors, moi, j'y suis allé un petit peu à tâtons, en me disant, est-ce que c'est vraiment utile? Et finalement, j'ai été bluffé. J'ai trouvé que l'EFT avait vraiment une efficacité incroyable quand il y avait besoin, je dirais, d'une gestion du stress en urgence. Autant si je dis à quelqu'un, ben, vas-y, tu es stressé, médite, je sais très bien que ça ne marchera pas. Par contre, quelqu'un qui est stressé, je lui dis, vas-y, fais de l'EFT, alors là, les résultats sont absolument incroyables. Autant l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est bien sur, je dirais, la gestion du fond du stress, pour aller à la racine du stress, pour vraiment gérer le stress sur le long terme. Par contre, tout comme la méditation, c'est très difficile de se mettre en auto-hypnose d'un claquement de doigts. Par contre, l'EFT, on peut le faire très simplement parce que c'est une technique psychocorporelle. Il s'agit en fait de tapoter des points d'acupuncture qui gèrent les émotions. Ça paraît un petit peu curieux et pourtant, il y a de plus en plus d'études qui valident cette technique. Et c'est vrai que dans mon expérience, c'est vraiment waouh. Et tu l'utilises en complément de l'hypnose et de l'auto-hypnose dans ta méthode? Oui, alors c'est vrai que même en cabinet, je dirais 90 à 95% des personnes qui viennent me voir en s'attendant à l'hypnose, je commence quasi systématiquement par de l'EFT. Ok. Et tu utilises aussi des plantes, de la nutrition? Est-ce qu'il y a autre chose qui rentre dans Oui, ta alors méthode? complètement sur le niveau de fond de toute façon, parce que le stress va entraîner tout un tas de perturbations physiologiques. Et l'idée, c'est de soutenir l'organisme par rapport à ces perturbations physiologiques. Alors, effectivement, on pourrait mettre un cache-misère comme font malheureusement beaucoup de médecins et mettre des benzodiazépines à tout va. Nous sommes en France les premiers consommateurs de psychotropes, mais il y a certainement d'autres moyens. Peut-être commencer par des choses simples et réserver les psychotropes pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Est-ce que tu dirais que ta méthode de gestion du stress, elle demande beaucoup d'efforts de la part des patients? Alors non, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'y mettre de la volonté, mais plutôt d'y mettre de la bonne volonté. Quand je dis mettre de la volonté, c'est dire qu'on va chercher à lutter contre soi-même. Ça, c'est la volonté. La bonne volonté, c'est juste accepter de se laisser faire, accepter finalement de se faire confiance, de comprendre que certes, nous avons en nous ce stress, mais nous avons également en nous des moyens de gérer ce stress. L'idée, c'est d'avoir tout simplement des méthodes qui permettent de mettre ses capacités en action. Sans lutter contre soi-même. Sans lutter surtout contre son stress. D'accord. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de patients Alors, les exemples de patients, j'en aurais, mais là, comme ça, spontanément, j'en ai pas. Par contre, toutes ces discussions, ça me fait penser à un ami cardiologue
que j'ai rencontré il y a plusieurs années dans une clinique parisienne. Et en fait, c'était vraiment un cardiologue très allopathe, hein, qui croyait que dans la cardiologie pure et dure. Et puis moi, je lui ai parlé du corps-esprit, je lui ai parlé de l'influence de l'esprit sur le corps, que finalement, il fallait vraiment gérer les deux, que l'hypnose, ça pouvait certainement être utile pour ses patients. Au début, il était relativement sceptique et il s'est dit, bon, allez, je vais envoyer un patient, deux patients. Et en fait, il a été bluffé par les résultats parce que justement, il s'était rendu compte que chez la plupart de ces patients qui avaient pu bénéficier de séances d'hypnose, il avait réussi à diminuer les médicaments contre la tension. Il avait des résultats cardiovasculaires qui étaient meilleurs. Pour la petite histoire, d'ailleurs, lui-même, il s'est formé à l'hypnose et maintenant, il fait des consultations conjointes de cardiologie et d'hypnose. Donc, c'est vraiment... il a été un revirement total et maintenant, il fait la promotion de l'hypnose en cardiologie. Ah, c'est une chouette histoire, en tout cas. Et puis, c'est super pour ses patients. Ah oui, une approche puissante. Oui, j'imagine aussi. Écoute, Denis, je te remercie énormément pour cette interview et cette présentation très exhaustive du stress et des méthodes de gestion.